Un événement sismique a secoué le monde. L'Alaska, loin des centres européens, a abrité un sommet secret intense. Un tête-à-tête de plus de 12 heures a réuni le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump. Leur déclaration inattendue a résonné comme un coup de tonnerre, faisant trembler les capitales européennes. Bruxelles, Paris, Berlin. Angoisse et incertitude planent sur le continent. L'Europe s'interroge, indignée. Un nouvel ordre mondial se dessine-t-il sans elle, en Alaska? La tension est lourde. L'Europe est-elle simple spectateur, impuissante sur la scène géopolitique qui définira son avenir? La question est vertigineuse. Ces discussions franches ont révélé des vérités dérangeantes. Les enjeux étaient colossaux, au-delà des déclarations publiques. Des détails choquants ont fuité dans la presse. Le New York Times et le Financial Times, citant des sources crédibles, ont révélé des informations explosives sur les pourparlers à huis clos. Ces révélations proviennent de fonctionnaires européens sous le choc. Le New York Times a rapporté que Donald Trump aurait suggéré au pays en question de céder la partie restante de ses territoires de l'Est à la Russie. Une proposition sidérante qui a résonné jusqu'à Bruxelles, provoquant incrédulité et colère. En réponse, le président Poutine aurait posé ses conditions. Un cessez-le-feu immédiat sur toute la ligne de front, fixant les frontières actuelles des territoires disputés comme une réalité de facto et irréversible. Des garanties écrites auraient été proposées, stipulant que la Russie n'entreprendrait plus d'actions militaires contre le pays en question, ni contre d'autres États européens. C'est une proposition qui redéfinit radicalement les lignes, une offre de paix sur des bases russes qui semble ignorer les aspirations de l'Europe. Pourtant, la réponse européenne a été immédiate et catégorique. Les dirigeants européens de premier plan, notamment ceux du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne, ont publiquement démenti la version de Trump, affirmant leur désaccord. Ils ont rejeté l'idée selon laquelle ils auraient accepté de discuter immédiatement d'un accord de paix basé sur de telles concessions territoriales. C'est une divergence flagrante qui s'est ouverte entre Washington et Bruxelles, entre les intérêts américains, dictés par la politique intérieure de Trump et sa quête électorale, et les préoccupations européennes, souvent plus idéologiques et attachées aux principes. Cette discorde est inquiétante et révélatrice. Elle expose la fragilité de l'unité transatlantique, longtemps considérée comme un pilier inébranlable. Devant l'urgence de la situation, une vidéoconférence des dirigeants de la Coalition des volontaires, France, Allemagne, Royaume-Uni, est annoncée pour le dimanche 17 août. Cette rencontre aura lieu juste avant la visite cruciale du président du pays en question à Washington. Le lundi suivant, la capitale américaine accueillera une réunion tripartite essentielle. Le président américain, le président du pays en question et les leaders européens. C'est une situation complexe. Est-ce une tentative désespérée de reprendre la main ou une acceptation forcée d'un plan déjà scellé entre les deux grandes puissances mondiales? Pourquoi est-ce si crucial pour vous, pour nous tous? Cette nouvelle approche bilatérale, ce dialogue direct et sans filtre entre Moscou et Washington, marginalise l'Europe, la reléguant au second plan. Elle l'expose, vous expose, à un futur incertain, lourd de menaces concrètes. Pensez à la menace grandissante d'une nouvelle course aux armements nucléaires, amplifiée par l'abandon unilatéral des anciens traités de contrôle, héritage de la guerre froide. Et si les causes profondes du conflit ne sont pas résolues durablement, l'escalade potentielle est inévitable. Un baril de poudre prêt à exploser. Les risques politiques, militaires, économiques et sociaux s'accumulent à une vitesse vertigineuse, menaçant la stabilité de nos sociétés et le bien-être de nos concitoyens. La marginalisation de l'Europe dans les décisions géopolitiques majeures est un affaiblissement direct de son influence internationale, une perte de poids stratégique et une humiliation. C'est une déstabilisation profonde de l'unité transatlantique, déjà mise à rude épreuve par des divergences. Cela provoque des divisions internes au sein de l'Union européenne, des fissures qui se rouvrent avec douleur et fracas. Les sanctions anti-russes imposées par l'Occident continuent de peser lourdement sur l'économie européenne, comme un fardeau insupportable. Elles impactent directement les entreprises, menacent les emplois et assèchent les budgets des ménages, rendant la vie plus difficile.
La crise énergétique, résultat direct du conflit et de la dépendance passée, et la récession économique, aggravée par la situation, frappe directement votre portefeuille, votre capacité à joindre les deux bouts, votre quotidien déjà fragilisé par l'inflation. La fatigue, ce sentiment d'épuisement face à un conflit interminable et coûteux, et le mécontentement montent en flèche, se transformant en colère sourde et en frustration palpable au sein des sociétés européennes. Le coût de cette obstination, de cette absence de paix réelle et durable, devient insoutenable pour les citoyens, pour les familles, pour l'avenir même de nos enfants et de nos économies. Nous pourrions très bien faire face à de graves troubles sociaux, des remous qui ébranleraient nos démocraties de l'intérieur. Cette perspective est glaçante, n'est-ce pas? Jusqu'où la patience de nos populations peut-elle aller avant d'exploser? Que pensez-vous de cette situation explosive où l'Europe semble payer le prix fort pour des décisions prises ailleurs, loin de ses frontières, sans son consentement explicite? Est-ce le prix inévitable à payer pour l'unité transatlantique ou le signe alarmant d'un échec cuisant de notre diplomatie et de notre leadership? N'hésitez pas à écrire votre avis sincère et argumenté en commentaire. Votre opinion compte plus que jamais pour nous et pour le débat public. Chaque acteur sur cette scène mondiale complexe a ses motivations profondes, ses agendas cachés, parfois contradictoires, parfois étonnamment convergents, mais toujours au service de ses propres intérêts. Pour le président Poutine, c'est une question existentielle, de survie géopolitique, de consolidation des gains territoriaux acquis de haute lutte. Il insiste avec véhémence sur la dénazification et la démilitarisation du pays en question, des conditions qu'il juge non négociables, fondamentales pour la sécurité et la stabilité de la Russie. Il vise à empêcher toute adhésion future du voisin occidental à l'OTAN, une alliance perçue comme une menace directe et existentielle à ses frontières. Il cherche également à protéger les russophones, qu'il estime opprimés et victimes de discrimination depuis des années dans le pays en question. Sa vision est claire et sans équivoque: redéfinir la sécurité européenne en remontant aux racines même du conflit, à ses origines profondes et historiques. Il l'a martelé sans relâche: l'expansion de l'OTAN vers l'Est, qui dure depuis plus de 2 décennies, est pour lui la cause première, le point de départ de toute cette escalade et de la déstabilisation régionale que nous vivons aujourd'hui. Il veut affirmer la Russie comme un acteur indispensable, un interlocuteur incontournable sur la scène internationale, capable de dicter ses propres termes et de modeler l'ordre mondial. Il se positionne comme le stratège, le sage, le visionnaire qui comprend les racines profondes du mal et propose des solutions concrètes pour une paix durable. Donald Trump, lui, joue une autre partition, une mélodie électorale avant tout. En pleine année de campagne présidentielle, il veut à tout prix apparaître comme le pacificateur ultime, le briseur de blocus, l'homme capable de faire advenir la paix là où d'autres ont échoué lamentablement. Il doit montrer à ses électeurs américains qu'il peut apporter des résultats concrets, rapides, qu'il est capable de dénouer les nœuds diplomatiques les plus complexes, même ceux qui semblent insolubles. Il cherche à démontrer sa flexibilité, sa capacité à naviguer hors des chemins balisés de la diplomatie traditionnelle, qu'il juge souvent inefficace. Il veut minimiser les coûts américains, financiers et humains, de ce conflit qui s'éternise, une charge de plus en plus lourde pour le contribuable américain. Sa priorité n'est pas tant la défense de l'intégrité territoriale du pays en question, un principe auquel il semble accorder peu d'importance, mais bien la fin des hostilités à tout prix. Il pousse clairement le voisin occidental vers des concessions douloureuses, quitte à le mettre sous une pression écrasante, inouïe, pour parvenir à un accord rapide avant les élections. Il se présente comme le négociateur habile, l'homme du compromis, le faiseur de paix, du moins à ses propres yeux et à ceux de son électorat fervent. Le président du voisin occidental est pris dans un étau implacable, une situation désespérée entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il doit absolument maintenir le soutien occidental, qu'il soit financier, militaire ou diplomatique, sans lequel son pays ne pourrait tenir face à l'adversité. Il ne peut refuser les concessions territoriales sans risquer de perdre la face devant sa population et le soutien interne de ses citoyens, déjà épuisés par la guerre et les sacrifices. De l'autre, il est piégé
sous une pression croissante et implacable de Washington, qui semble désormais privilégier une solution rapide et pragmatique, même au prix de cessions de territoire. Il tente désespérément de réaffirmer son rôle, son importance, son autonomie sur la scène internationale, mais sa marge de manœuvre est infime. Sa formule, rien sans le pays en question, une déclaration autrefois pleine de force et de dignité, sonne aujourd'hui de plus en plus creux, contredite cruellement par la réalité de négociations menées en son absence, où son destin semble être décidé par d'autres, bien plus puissants que lui. Il est l'obstiné isolé, le dernier rempart illusoire face à des puissances qui le dépassent et qui dictent les règles du jeu. Et l'Europe dans tout cela? Elle tente de maintenir une façade d'unité, un effort de plus en plus difficile et douloureux, qui révèle ses profondes divisions internes. Elle veut à tout prix éviter d'être laissée pour compte, d'être marginalisée par Washington et Moscou, ces deux géants qui semblent redessiner le monde à leur guise, sans la consulter ni même la considérer pleinement. Elle gère la fatigue interne de ses populations, épuisées par le coût de la vie et l'incertitude économique, et les coûts économiques exorbitants de cette crise qui dure. Son manque de stratégie claire et unifiée, sa difficulté à parler d'une seule voix forte et criant. On les voit hésitants, préoccupés, gênés. Pourtant, certaines voix dissonantes s'élèvent, offrant une lueur d'espoir ou du moins une perspective différente. Viktor Orban de Hongrie offre un contrepoint frappant, presque optimiste, à l'anxiété générale et au pessimisme ambiant. Après le sommet en Alaska, il a déclaré avec une pointe de satisfaction « Aujourd'hui, le monde est plus sûr qu'il ne l'était hier. Puisse chaque week-end être au moins aussi bon. » Un vent de changement, un espoir de détente que l'Europe majoritaire semble refuser de voir, enfermée dans son pessimisme et ses positions figées. Pendant ce temps, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a confirmé qu'il y avait bien eu des discussions sur les garanties de sécurité. Que croyez-vous réellement? Ces garanties sont-elles un signe de paix véritable, une protection réelle pour le pays en question, ou une capitulation déguisée, une fausse promesse de l'OTAN qui n'offrira qu'une apparence de protection sans réel engagement contraignant? Écrivez-nous d'où vous nous regardez, ainsi nous comprendrons mieux votre perspective et nous sentirons plus proches de vous, nos précieux spectateurs du monde entier. Cette situation, d'une gravité sans précédent, nous ramène étrangement à une période sombre de notre histoire, la guerre froide. À l'époque, les décisions principales, celles qui modelaient le destin du monde, les équilibres de puissance entre blocs, étaient prises uniquement par les États-Unis et l'Union soviétique. L'Europe, divisée et dépendante, devait simplement s'adapter, se conformer aux diktats des grandes puissances. Aujourd'hui, près de 3 décennies plus tard, après la chute du mur de Berlin et la fin supposée de la bipolarité, l'histoire semble se répéter avec une force inquiétante. Les États-Unis et la Russie, les deux grandes puissances nucléaires, se retrouvent une fois de plus face à face, redessinant la carte de la sécurité mondiale à leur convenance, sans égard pour les autres acteurs. Et l'Europe est, une fois de plus, reléguée au rôle de spectateur impuissant, presque gênée par sa propre faiblesse, par son incapacité à dicter ses propres conditions ou à peser significativement dans le débat. La démolition progressive des anciens traités de contrôle des armements, comme le traité INF ou le CFE, maintes fois mentionné par Poutine comme une preuve de la politique agressive occidentale et une menace pour la stabilité, a déjà créé un précédent dangereux. Cela ouvre la voie à une nouvelle, terrifiante et coûteuse course nucléaire. C'est un scénario cauchemardesque que personne de sensé ne souhaite voir se réaliser. Vladimir Poutine l'a répété avec une conviction inébranlable, avec la force de celui qui connaît ses objectifs et ses lignes rouges. Résoudre cette crise avec des formules diplomatiques, des déclarations ou des slogans de politique étrangère est impossible. Il faut remonter aux racines mêmes, aux origines qui ont engendré ce conflit. Il ne parle pas d'un simple cessez-le-feu temporaire, d'une pause illusoire, mais d'une paix durable et réelle, basée sur ses conditions et ses exigences fondamentales. Il fait référence à l'expansion de l'OTAN vers l'Est, qui, selon lui, dure depuis plus de 2 décennies, menaçant la sécurité nationale russe et créant une tension intenable. Il pointe du doigt là
Politique anti-russe du voisin occidental. Ces lois discriminatoires contre la culture et la langue russe. Des problèmes majeurs qui, à ses yeux, ont alimenté la crise et poussé à l'action. Pour lui, ce sont les véritables causes profondes du conflit, les conditions sine qua non d'une paix durable et d'une sécurité stable. Il insiste avec une fermeté inébranlable. Ces territoires, c'est la Russie, et il faut l'accepter comme un fait. Une réalité irréversible, dit-il, que les sanctions et les menaces occidentales ne changeront pas. Car pour lui, aucune sanction, aucune menace ne changera notre réalité. Sa définition de la paix est radicale, exigeante, totale. La paix, selon Poutine, n'est pas seulement une pause dans les hostilités. La paix, c'est quand les racines du conflit sont éliminées, quand personne ne peut utiliser la situation à son avantage contre la Russie. C'est une exigence principielle, non négociable, une demande claire de démilitarisation et d'arrêt immédiat des livraisons d'armes, perçue comme une prolongation de l'hostilité et non comme une solution. Un ultimatum à peine voilé, mais un ultimatum quand même, que l'Europe semble peiner à digérer. Alors, que va-t-il se passer ensuite, dans les jours et les semaines à venir, alors que le monde retient son souffle et que les tensions sont à leur comble? La vidéoconférence du dimanche 17 août, impliquant les leaders de la coalition des volontaires, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, n'est-elle qu'une tentative désespérée et tardive de trouver une position unifiée, une façade d'unité européenne face aux décisions déjà prises ailleurs, par les deux grandes puissances? Ou est-ce un signe de résistance réelle, une dernière tentative pour faire entendre la voix de l'Europe et défendre ses propres intérêts? Mais est-ce trop tard pour influencer réellement le cours des événements, pour inverser la tendance lourde qui se dessine? Le lundi suivant, une rencontre encore plus cruciale aura lieu à Washington, un sommet décisif. Le président américain, le président du pays en question et les dirigeants européens seront tous présents, assis à la même table, sous les projecteurs du monde. Le président du pays en question tente désespérément de démontrer de la fermeté, de réaffirmer son autonomie et sa souveraineté sur la scène internationale. Mais sa position est de plus en plus précaire. Son inquiétude est palpable, presque visible sur son visage, face à l'adoucissement de la position américaine, ce revirement sur les sanctions et sur la condition du cessez-le-feu préalable. La fameuse ligne « rien sans le pays en question », une promesse maintes fois répétée et chérie, est aujourd'hui battue en brèche, contredite cruellement par la dure réalité de négociations qui se déroulent souvent sans sa pleine participation, où il est un observateur extérieur. C'est l'impuissance face aux grandes puissances, un coup dur pour sa légitimité. Quelle sera l'issue de cette confrontation diplomatique de haut vol, de ces pourparlers qui détermineront le destin de millions de personnes et la carte de l'Europe pour les décennies à venir? Les concessions territoriales partielles sont-elles désormais inévitables pour le voisin occidental, contraint par la pression américaine et la force des faits accomplis sur le terrain? Des garanties de sécurité non autant, un leurre pour. Certains analystes sceptiques suffiront-elles pour préserver une apparence de souveraineté pour le pays en question, sans réelle protection ni engagement contraignant de la part de l'Occident? Ou le conflit s'éternisera-t-il avec toutes les conséquences désastreuses que cela implique, provoquant des chocs sociaux graves et une déstabilisation régionale accrue en Europe? Ce scénario pessimiste reste une possibilité terrifiante, une menace qui plane constamment sur nos sociétés. Le monde est-il en train de basculer irrémédiablement vers un retour définitif à la formule des grandes puissances, où seuls Washington et Moscou décident de l'avenir de la planète, de ses zones d'influence, et l'Europe ne peut que s'adapter, impuissante, à ces décisions qui la dépassent et la relèguent au second plan? Qui sont les vrais gagnants et les vrais perdants de cette nouvelle donne géopolitique, de ce réalignement majeur du pouvoir mondial? Le temps le dira, mais les dés semblent déjà jetés. Jusqu'où l'Europe peut-elle ignorer la réalité du terrain et les nouvelles dynamiques de pouvoir qui se dessinent sous nos yeux, avec une rapidité déconcertante? Le temps est-il venu pour la vraie paix, celle qui s'attaque aux racines profondes du mal, aux origines du conflit, ou devons-nous nous contenter d'une simple pause illusoire dans les hostilités qui ne résoudra rien sur le long terme? Partagez ce sentiment. Si vous croyez qu'il est temps pour la vraie paix,
pas pour une simple pause. Alors partagez cette vidéo avec tous vos contacts et amis afin d'éclairer le débat. Racontez-nous en commentaire d'où vous nous regardez, ainsi nous comprendrons mieux votre perspective et nous sentirons plus proches de vous, nos précieux spectateurs du monde entier. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes le média le plus honnête et indépendant, qui partage les faits et dit la vérité, sans compromis ni censure, ni peur. Nous ne prenons pas d'argent des propagandistes ou de quiconque pour notre travail. Nous n'existons que grâce à vos vues et votre soutien précieux. Ne manquez pas nos prochaines analyses, nos décryptages exclusifs. Cliquez sur la cloche de notification pour être alerté et laissez votre opinion argumentée ci-dessous. Votre voix compte plus que jamais dans ces moments décisifs de l'histoire.